présentation de toutsurlehockey.com. Bon début de semaine à tous, bienvenue dans le premier épisode du Poolcast du TSLH Podcast. Qu'est-ce que c'est le Poolcast? C'est notre nouvelle chronique hebdomadaire pour tous les amateurs de pool de hockey et de rumeurs de transactions. On trouvait sur le TSLH Podcast que on traitait peut-être pas assez des rumeurs de transactions en soi. Puis, moi, étant amateur de pool de hockey, je trouvais que souvent mes amis, souvent mes connaissances me demandaient « Hey, tel gars, il revient quand? Tel gars, pourquoi il est blessé? Tel gars, il est blessé, c'est qui va le remplacer? » Je suis pas une référence, je tiens à le dire, je suis pas un expert en pool de hockey. Ceux qui sont dans des pools avec moi peuvent en témoigner. Mais je trouvais intéressant comme concept d'offrir justement ce contenu-là aux auditeurs du TSLH Podcast, un contenu qui est gratuit, un contenu qui est basé sur des rumeurs qui sont véhiculées par des journalistes, par des insiders de la Ligue nationale et chaque semaine, chaque lundi, on va publier cette chronique-là pour fournir le plus d'informations possible non seulement sur les rumeurs de transactions, mais aussi sur le développement des joueurs blessés, sur les joueurs à surveiller pour les pools de hockey. Et évidemment, on va faire un petit tour des dernières rumeurs de la semaine. Donc, bienvenue dans cette nouvelle chronique, le Poolcast, premier épisode. On lance ça tout de suite avec la mise à jour des joueurs blessés pour cette semaine. On part en force avec Vladimir Tarasenko. Le joueur des Blues était à l'écart du jeu depuis le mois d'août. En fait, à la fin des séries l'année passée, Tarasenko a eu beaucoup de difficultés avec une opération à l'épaule qu'il a subie l'année dernière. Puis une fois que les séries se sont terminées, le joueur russe s'est fait réopérer à l'épaule pour avoir une période de réhabilitation complète cette année. Donc là, bonne nouvelle pour les poolers. Tarasenko devrait être de retour très, très, très bientôt. Samedi, il n'a pas joué contre les Sharks, mais Tarasenko était du voyage avec les Blues. Leur voyage à l'étranger se termine le 8 mars. Donc, les Blues jouent contre les Ducks et les Kings pendant ce voyage à l'étranger. On peut s'attendre à voir Tarasenko de l'alignement pendant ce voyage-là. L'an passé, il a juste joué 10 matchs dans la saison. Puis, c'était la même épaule qui était blessée. Cette année, on a poussé un petit peu plus le temps de récupération. Donc, on peut s'attendre à un Tarasenko à 100%. Ça va faire du bien aux poolers qui l'ont sur leur liste des joueurs blessés, d'avoir Tarasenko de retour dans leur alignement. On va maintenant passer à Toronto, les Maple Leafs qui ont plusieurs blessés actuellement, mais heureusement, il y en a quelques-uns qui sont revenus dans les derniers jours. On parle de Jake Muzzin qui a subi une fracture faciale après avoir reçu une rondelle de la part de son ancien coéquipier, le joueur du Canadien Tyler Toffoli. Jake Muzzin est revenu à l'entraînement assez rapidement. Il est revenu avec un protecteur facial complet, puis il a été de l'alignement samedi contre les Oilers. On a eu aussi le retour de Jake Campbell qui a eu un jeu blanc à son premier départ contre les Oilers. Un retour qui va faire un grand bien parce que les Leafs allaient quand même assez bien, mais c'était quand même Michael Hutchison qui était devant le filet, puis Joseph Woll était l'auxiliaire. C'est pas une situation très avantageuse quand tu veux travailler pour garder le premier rang. Surtout que maintenant, on a Austin Matthews qui est
blessé au poignet depuis le 25 février. Matthews, qui est rentré dans la bande à son dernier match le 25 février, s'est blessé à la main. C'est pas la première fois qu'il y a ce type de blessure-là, mais il n'a pas manqué beaucoup de matchs habituellement pour une blessure au poignet. En l'absence de Matthews, évidemment, on a John Tavares qui patrouille le premier trio avec Joe Thornton qui est également revenu de sa blessure. Joe Thornton, cette année, en termes de pool, en termes de fantasy value, une valeur vraiment pour les poolers, c'est un ajout très intéressant parce que présentement, il va être jumelé avec Tavares et Marner. Et puis, on parle d'une production de 8 points à ses 5 derniers matchs pour le joueur de 41 ans. C'est une production qui est très intéressante pour un joueur qui n'est pas nécessairement quelqu'un qu'on va garder à temps plein dans un pool. Je m'explique. Ceux qui ont des pools Yahoo vont se reconnaître, mais Joe Thornton, c'est le genre de gars qu'on peut aller chercher dans les agents libres. Puis, que du moment qu'il y a une baisse ou du moment qu'il est baissé sur le troisième trio, exemple, ben c'est le genre de joueur qu'on peut renvoyer dans les agents libres et reprendre plus tard. Donc, présentement, Thornton, sa valeur pour un pool qu'on peut aller chercher des joueurs dans les agents libres est très bonne. Chez le Canadien, maintenant, on a Josh Anderson qui a manqué le dernier match. C'est pas supposé être une blessure sérieuse de ce qu'on dit du côté de l'organisation. Il y a eu un update assez rapide après la rencontre où il s'est blessé. C'est à la suite d'un fameux slow foot de Dylan DiMello qui s'est blessé. C'est une blessure au bas du corps. On ne s'attend pas à ce qu'il manque beaucoup de temps selon ce qui est rapporté par les différents médias. Mais il n'était pas de l'entraînement hier, il n'était pas du warm-up hier et évidemment il n'était pas du match hier. Hier étant samedi, le 27 février. On pourrait le revoir en action cette semaine, mais il n'y a pas vraiment d'informations par rapport à ça présentement. Chez les Bruins maintenant, les Bruins qui sont relativement amochés en défensive, d'ailleurs sont allés chercher l'ancien du Canadien de Montréal, Jared Tinordi, au ballottage. Évidemment, en termes de pool, en termes de fantasy value, Tinordi, c'est pas un joueur qui va rapporter parce que maintenant, il est avec les Bruins. C'est un joueur qui va être utilisé pour la profondeur parce que présentement, là, on a Jérémy Lauzon qui est blessé pour 1 mois en raison d'une fracture à la main. Une blessure qui s'est passée le 24 février, donc on devrait le revoir à la fin mars seulement. C'est Urho Vakanainen qui prend la place de Lauzon à gauche avec McAvoy. Je dirais que la valeur de Vakanainen pourrait être intéressante, mais c'est pas nécessairement le défenseur qui va récolter des points beaucoup. McAvoy va prendre ça sur son dos, je dirais, l'offensive. Donc, pour un fantasy, même si Vakanainen passe de la deuxième à la première paire, je pense pas que c'est un ajout très intéressant. À l'inverse de Jérémy Lauzon, qui était un défenseur qui fournissait des mises en échec, si jamais les gens ont des pools où ces statistiques-là comptent, ben Lauzon pouvait apporter un petit peu plus en termes de mise en échec. Donc, c'est sûr que côté fantasy, la perte de Lauzon est un peu dommageable. C'est pas un défenseur, évidemment, qui se retrouve dans tous les alignements de tous les pools. Mais un pool de hockey qui comporte des statistiques intéressantes comme les mises en échec, les tirs bloqués, ben Lauzon peut avoir une bonne valeur. Matt Grzelcyk également est à l'écart chez les Bruins. Il a été placé sur la liste des joueurs blessés depuis 5 jours. C'est rétroactif depuis 2 semaines. Donc là, présentement, la défensive des Bruins est assez amochée, mais Grzelcyk devrait revenir sous peu chez les Bruins. Donc, on attend probablement ce retour-là du côté de la troupe de Bruce Cassidy, qui a écopé de 2 torchés dans les derniers matchs. Donc là, les Bruins
bien que les goalers soient un petit peu laissés à eux-mêmes, va falloir qu'ils se ressaisissent un peu parce que dans leur division, on peut pas se permettre de perdre des matchs 7-2. Maintenant, du côté des Flames, on a Jacob Markstrom qui est à l'écart du jeu depuis le 21 février. Il a été placé sur la liste des joueurs blessés. Rétroactif au 20 février. Par contre, son statut est au jour le jour. C'est une blessure au haut du corps, mais on pourrait s'attendre à le revoir dans les prochains jours. Donc, d'ici ce temps-là, c'est David Rettick qui garde les buts. Malheureusement, sa valeur fantasy est pas très élevée parce que les Flames, ça va pas très bien ces temps-ci. Donc, il va falloir s'armer de patience. Mais au retour de Markstrom, les choses pourraient très bien se replacer. Chez les Hurricanes, on a Teuvo Teravainen qui est blessé. Ça, c'est une très, très, très grosse perte pour les Hurricanes. Il a été blessé le 19 février. Son statut est au jour le jour pour une commotion cérébrale. On l'a remplacé sur la première unité par Brock Megan, qui fait très bien. C'est Brock Megan sur la première unité présentement fait très bien, mais du moment qu'on a un relâchement, on pourrait très bien voir un Martin Necas monter sur la première unité. Megan présentement a 11 points en 20 matchs. Sa valeur de fantasy est quand même assez haute. C'est un joueur à court terme par contre. C'est le genre de joueur qu'on ajoute vraiment pour récolter de la production à court terme. Évidemment, dans les pools qu'on peut ajouter, comme je mentionnais tout à l'heure, des joueurs autonomes. Toujours sous le thème de la commotion, on a Dylan Strome qui est également à l'infirmerie pour une commotion depuis le 21 février. Les Hawks vont très bien cette année. C'est Pius Suter qui est le premier centre. Et là, il n'y a plus personne qui peut le chauffer pour cette place-là. Donc, si vous n'avez pas Pius Suter dans votre pool présentement et qui est disponible dans les joueurs autonomes, prenez-le immédiatement. Sa valeur est énorme et c'est une valeur à long terme. C'est un joueur que vous allez pouvoir conserver dans votre alignement. Jumelé à Patrick Kane, c'est sûr que ce gars-là va fournir de l'offensive. Pour en revenir à Dylan Strome, c'est malheureux, mais dès qu'il revient au jeu, je ne crois pas que ça va être le premier ni le deuxième centre de l'équipe. Donc, sa valeur va avoir baissé au niveau des fantasy drafts. On a aussi un joueur comme Philippe Kourachev, qui pourrait voir plus d'action, qui fait très bien présentement chez les Hawks. Les Hawks, c'est une très belle surprise cette année. Ils ont plusieurs joueurs intéressant à ajouter pour un pool. Parce qu'en début d'année, les Hawks, on les voyait un peu derniers dans la ligue. Puis là, présentement, ils produisent. Donc, il y a plusieurs de leurs joueurs qui n'ont pas été sélectionnés dans des repêchages initiaux de certains pools de hockey. Donc, ça devient intéressant d'en ajouter quelques-uns dans l'alignement. Chez les Stars, maintenant, on a Alexander Radulov qui devrait revenir dans une semaine. Donc, partez pas en peur, laissez-le pas partir dans les joueurs autonomes. Radulov revient très, très, très bientôt. Et puis, on a eu une mise à jour aujourd'hui par un journaliste qui couvre les Stars de Dallas à l'effet que Tyler Seguin devrait revenir un peu avant les séries. On parle d'un retour dans le coin de la fin avril, peut-être même mi-avril. Donc là, plusieurs pools permettent de mettre des joueurs dans la ER, la liste des joueurs blessés, puis ils ne comptent pas comme un joueur dans ce temps-là. Ben, c'est pas le temps de laisser tomber Tyler Seguin. Il va revenir fort possiblement avant les séries. Donc, ça peut être un apport très intéressant. Puis, présentement, le garder sur la liste des joueurs blessés dans un pool, ben, ça coûte rien. Ça coûte absolument rien. Même chose pour Ben Bishop. Ben Bishop qui a eu une mise à jour présentement. On parlerait d'un retour très possible vers la fin mars, début avril. Là, ce qui va être intéressant de suivre avec les Stars, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur personnel de gardien de but. On a Anton Khudobin qui est bon cette année, mais c'est vraiment le deuxième gardien
qui est en fait le 3e de l'organisation présentement, Jake Oettinger, qui connaît une très bonne saison présentement. Une moyenne de buts alloués de 2,31 et une efficacité de 913. C'est un gardien qui pourrait aspirer au poste de numéro 1 des Stars dans un avenir à court terme. Le gars, il a 22 ans. Puis il performe très bien présentement chez les Stars, même qu'il affiche actuellement des meilleures stats que Khudobin. Donc là, au retour de Bishop, qu'est-ce qu'on va décider de faire? Est-ce qu'on va décider de renvoyer Oettinger dans la AHL? Moi, je crois que oui. Je crois que c'est un gardien à 22 ans qui se doit de garder les buts, qui ne peut pas rester sur un taxi squad ou dans les estrades. Donc, on va en revenir à un duo Khudobin-Bishop vers la fin mars, début avril. Donc, pour Bishop, même chose que pour Séguin, s'il est sur votre liste des joueurs blessés à conserver, il va revenir sous peu. On poursuit chez les Pens, les fameux Pingouins de Pittsburgh et leurs blessures qui ne cessent de s'accumuler. C'est maintenant au tour de Jason Zucker d'être blessé. On parle d'une absence à très long terme. Le joueur a été blessé le 22 février à la jambe, puis a été renvoyé à Pittsburgh pour plus d'évaluation. Donc on s'attend vraiment, puis ça a été annoncé du côté de l'organisation, que Jason Zucker ratera beaucoup de temps. On parle d'une blessure à long terme. Présentement, c'est Jared McCann qui prend la place de Jason Zucker aux côtés de Malkin sur la deuxième unité. Sincèrement, McCann a une bonne valeur fantasy à moyen terme par le fait qu'il est jumelé avec Malkin, mais aussi parce qu'il était capable de fournir de l'offensive comme troisième centre des Pens. L'an dernier, il a terminé la saison avec 35 points en 66 matchs. C'était sa meilleure production en carrière jusqu'ici. Puis cette année, en 12 matchs, il y a 6 points. McCann, c'est un joueur qui va fournir, si vous avez des poules qui touchent vraiment beaucoup de statistiques, c'est un gars qui va fournir beaucoup dans les statistiques différentes. On parle de mise en échec, c'est un excellent joueur de centre, responsable défensivement aussi. Là, c'est sûr qu'avec Pittsburgh, ça va pas très bien présentement. Malkin ne produit pas, mais jamais je croirais que Malkin ne produira tout simplement pas. Donc, un Malkin qui débloque, c'est évidemment un Jared McCann qui va produire. Actuellement, là, c'est pas un joueur qui fait partie de beaucoup d'alignements dans les pôles en général. Je regarde sur Yahoo Fantasy, et puis il y a 3% des équipes de tous les pôles de Yahoo qui l'ont. Donc c'est un joueur accessible dans les joueurs autonomes, et je crois que c'est un joueur qui peut avoir une belle petite ristourne si on l'ajoute via les joueurs autonomes. À son premier match depuis son retour de blessure, il a marqué un but, il y a 2 tirs au but, une mise en échec. C'est le genre de joueur qui va fournir ce type de statistiques-là. On va revenir chez les Blues de Saint-Louis parce qu'on a plusieurs blessures. Je parlais tantôt que Vladimir Tarasenko va revenir au jeu très bientôt, puis ça va être un retour excessivement pertinent pour la formation parce que présentement, on a Ivan Barbachev qui est out, on a Jaden Schwartz qui est également out et Gunnarsson, Carl Gunnarsson, le défenseur de deuxième paire qui va rater le reste de la saison. Présentement, on a un Sammy Blais qui obtient des promotions par-ci par-là sur le premier trio, mais c'est clair qu'avec le retour de Tarasenko, ce ne sera plus le cas. Donc, est-ce que Sammy Blais est une bonne option à rajouter dans un pôle via les joueurs autonomes? C'est difficile à dire. Surtout avec le retour de Tarasenko, je ne crois pas que Sammy Blais vale la peine d'aller chercher, à moins vraiment qu'il connaisse une très belle passe, une bonne période, mais présentement, je crois pas que ça vale la peine d'aller le chercher. Surtout que Jaden Schwartz risque de revenir très bientôt. On parle d'un retour au jeu possiblement cette semaine ou la fin de semaine prochaine, début de semaine prochaine. Par contre, la perte de Carl Gunnarsson donnera plus de temps à Vince Dunn, un défenseur qui est visé par les rumeurs de transaction. On va y revenir tantôt.
Mais présentement, la valeur de Vince Dunn à moyen et long terme pour un défenseur de profondeur au sein de votre pool est très intéressante. Parce qu'au début de l'année, Vince Dunn voyait des matchs du haut des gradins ou sur la troisième paire. Présentement, Vince Dunn remplace Gunnarsson sur la deuxième paire de défense. Donc, plus de temps de jeu. C'est un défenseur qui est capable de rapporter de l'offensive intéressante. C'est pas un défenseur qui va apporter de l'offensive comme Torrey Krug. Ça, c'est clair. Mais un ajout de profondeur, un sixième, septième défenseur pour vos poules qui peut connaître une bonne séquence justement par le fait qu'il obtient plus de temps de jeu, ben c'est une bonne valeur d'ajout à moyen terme. Maintenant, les Sabres de Buffalo qui ont perdu les services de leur gardien de but Linus Ullmark pour 1 mois. 1 mois d'absence pour le gardien blessé au bas du corps. C'est Carter Hutton qui va prendre la relève, mais Carter Hutton, même s'il devient numéro 1 par défaut, c'est pas nécessairement une très belle valeur de gardien de but pour un pool. Par contre, ben, il va avoir des départs. Donc, je prends un exemple sur mon Fantasy Yahoo. Le nombre d'arrêts du gardien compte. Donc, pour ceux qui ont des pools, qu'il y a beaucoup de statistiques qui comptent. Carter Hutton peut rapporter un peu parce qu'il va gauler. Puis, avec la loi de la moyenne, il va remporter quelques matchs. Donc, sa valeur peut être bonne si votre pool est quand même bien monté au niveau des gardiens de but, puis on veut aller chercher un petit surplus, un petit départ de plus, une petite chance d'aller chercher une victoire inattendue. Hutton devient intéressant pour ça, mais présentement, comment que les Sabres se débrouillent, c'est pas nécessairement un high pick dans les joueurs autonomes pour un pool de hockey, Carter Hutton. Chez les Capitals de Washington, on a Evgeny Kuznetsov qui a manqué le match de samedi blessé au haut du corps. Ce dimanche, il est encore pas en uniforme. Il n'y a pas eu beaucoup de détails sur sa blessure, je dirais. Donc, présentement, son statut va être réévalué au jour le jour. Et on a le retour d'Ilya Samsonov devant le filet des Caps ce dimanche. Présentement, au moment d'enregistrer, on est le 28 février, on est dimanche, et cet après-midi, Ilya Samsonov effectue son retour devant la cage des siens. Le gardien a été affecté par la COVID, puis on a décidé, étant donné qu'il ne connaissait pas vraiment des bons moments depuis le début de la saison, on a décidé d'être très patient à son égard. On l'a renvoyé sur le Taxi Squad pour qu'il s'entraîne. On l'a réassigné à la Ligue américaine. Il a pris quelques départs dans la Ligue américaine. C'est une décision légitime parce que Samsonov n'a pas besoin de passer au ballottage. Puis, on avait Vitek Vanecek, qui gaulait très très bien devant la cage des Caps. Donc, ça ne pressait pas de ramener Samsonov. On a voulu lui donner des départs. On a voulu qu'il retrouve sa forme de façon adéquate avant de le retourner dans l'action. Ce qui est fait présentement, là, ce dimanche, Samsonov est devant le filet. Chez les Sens, on a Derek Stepan qui va rater le reste de la saison. C'est très très dommage pour les Sens parce qu'on a été chercher ce gars-là pour donner de l'expérience à une jeune équipe, mais Derek Stepan était également visé par plusieurs rumeurs de transactions. On se rappelle, Derek Stepan avait mentionné qu'il se trouvait loin de sa famille. Puis, quand il était chez les Coyotes, il n'y avait pas de clause de non-mouvement, de clause de non-échange. Donc, il n'a pas vraiment eu son mot à dire sur sa prochaine destination. Puis, ça a été mentionné dans certains médias d'Ottawa que Stepan trouvait qu'il était loin de sa famille à Ottawa, puis que possiblement il exigerait d'être échangé à la date limite des transactions. Donc présentement, sa blessure arrive vraiment pas à un bon moment parce que son expérience ne sera pas apportée à l'équipe et sa valeur ne rapportera pas non plus
à l'équipe à la date limite des transactions. Donc, c'est très dommage, cette transaction-là. Mais tout négatif a un positif parce que Logan Brown peut avoir une belle chance à saisir pour lui. Le gros joueur de centre pourrait possiblement remplacer Stepan dans l'alignement, mais je ne veux pas nécessairement trop m'avancer sur ce dossier-là parce qu'on voit comment les Sens gèrent leurs jeunes et gèrent leur alignement et c'est très difficile de savoir c'est quoi les plans de l'équipe. On le voit avec la gestion de Brandstrom et de Braden Coburn et de Christian Wolanin. Quelques petites dernières informations pour closer le bloc des blessures, des mises à jour de blessures. On a eu Mathias Ekholm qui est revenu au jeu après une blessure. Il a été placé sur la liste des joueurs blessés. Il est revenu au jeu et premier match, 2 buts. Donc là, à 2 buts, retour au jeu. Mathias Ekholm qui a beaucoup de rumeurs de transactions, on va en venir après. Sa valeur va monter. Puis, comme je mentionnais, on va revenir sur le dossier Ekholm assurément, mais c'est exactement ce que les Preds souhaitent. Que Mathias Ekholm produise et qui prouve qu'il peut rapporter un très beau retour sur le marché des transactions. Nico Hischier a reçu une rondelle au visage samedi. Du côté de l'organisation, on a mentionné que la rondelle avait été amortie par la visière, mais avec la mort de sang qu'il y avait au sol, c'était tout de même inquiétant. C'était pas une très belle scène à regarder pour le tout nouveau capitaine des Devils du New Jersey. Ce dimanche, il n'est pas en uniforme, donc son cas va être vraiment surveillé, mais il n'y a pas beaucoup d'updates à ce niveau-là. Donc cette semaine, il va vraiment falloir rester attentif sur le cas Hischier parce que son retour au jeu a fait un grand bien à l'alignement des Devils. On s'attend à une grosse saison du capitaine des Devils. Il a été à l'écart au début de l'année parce qu'il s'est blessé à l'entraînement avant de revenir pour le camp d'entraînement. Puis, pendant sa réhabilitation, il a pogné la COVID. Donc, c'est pas une très belle saison jusqu'ici pour le joueur suisse. On souhaite vraiment que cette blessure-là, une rondelle au visage, c'est possiblement dans les pires blessures qu'on peut avoir, là. Mais c'est aussi des blessures, parfois, qui n'empêchent pas nécessairement les joueurs d'être absents à long terme. On l'a vu avec Jake Muzzin. Il a manqué quelques matchs, visière complète, on retourne au jeu. Donc, on souhaite vraiment pour les poolers qui ont Hischier que c'est ça qui va arriver. Et puis, pour terminer, on a notre petit nouveau chez les Sens d'Ottawa, Ryan Dzingel, qui sort de quarantaine après sa transaction et qui devient disponible pour l'alignement. Est-ce que c'est un joueur intéressant à ajouter pour un pool? Pas nécessairement. Il va falloir voir un peu son implantation dans l'alignement, où il va jouer avec les Sens, parce que présentement, sa production est un peu décevante. Sa production chez les Hurricanes, avant d'être transigé, n'était pas super impressionnante. Mais on se rappelle le passage de Dzingel avec les Sens, c'est très bien passé. Il a connu des excellentes saisons, donc j'ai bien hâte de voir ce qui va en ressortir, mais présentement, c'est difficile d'établir quelle est sa valeur fantasy parce que on ne sait pas comment il va être utilisé. Donc, on passe maintenant aux joueurs à surveiller cette semaine, les hot streaks. Je commencerai par un petit joueur des Devils, Pavel Zacha. Zacha, présentement, connaît une superbe saison. Honnêtement, les fans des Devils doivent être aux anges parce que ça fait combien d'années que ce choix de premier tour-là, on souhaite qu'il débloque. Il reste toujours coincé dans le plafond du 25 points, 30 points. On n'est jamais capable de dépasser ça. Il y a eu quelques blessures également qui se sont ajoutées, donc c'était difficile de s'emballer. Mais là, présentement, Pavel Zacha a 13 points en 16 matchs cette année. Donc, c'est une très bonne production offensive. Puis si je regarde dans la dernière semaine, donc sa production du 21 février jusqu'au 27 février, c'est 6 points en 4 matchs. Donc, il est vraiment sur une bonne séquence, Pavel Zacha. Sincèrement, si ce joueur-là est dans les joueurs autonomes de vos pools, sautez dessus immédiatement. Il connaît vraiment une très belle séquence.
Matt Zuccarello également. C'est vraiment un joueur à surveiller. Il a été blessé en début d'année. Il vient tout juste de faire son retour avec le Wild et, surprenamment, Kirill Kaprizov connaissait un petit downside, une petite baisse de production comparativement à son début de saison. Les jeunes joueurs, c'est normal. Les jeunes joueurs, c'est normal de commencer la saison en feu. On a le feu dans les yeux, c'est nos premiers coups de patin dans la Ligue nationale. Il y a une adrénaline, c'est normal de commencer, mais c'est normal aussi de connaître une baisse par la suite. Puis Kaprizov en a été victime, évidemment. Mais là, présentement, depuis le retour de Zuccarello, c'est reparti de plus belle. Kaprizov qui a 6 points en 4 matchs dans la dernière semaine. Zuccarello, 8 points en 4 matchs dans la dernière semaine. Ce duo-là va être vraiment à surveiller pour le Wild. Puis, si vous avez la chance d'avoir Kaprizov dans votre pool et que Zuccarello est disponible dans les joueurs autonomes, faites la combinaison. Présentement, c'est excessivement payant. Une autre combinaison qui est payante dans les joueurs à surveiller cette semaine, Christian Dvorak et Connor Garland. L'ancien joueur de la Ligue junior majeure du Québec connaît une excellente saison cette année, mais dans ses 3 derniers matchs, c'est 4 passes, donc 4 points en 3 matchs dans la dernière semaine. Garland qui a présentement une production de 19 points en 20 matchs. C'est vraiment le joueur offensif qu'on voyait chez les Wildcats de Moncton. Et Christian Dvorak, sincèrement, excellent début de saison. C'est un joueur que possiblement qui a été repêché dans vos débuts de saison, dans votre pool, mais qui pouvait peut-être être disponible. En tout cas, pour ma part, sur Yahoo, ce gars-là était dans les joueurs autonomes. Ça a été un ajout de joueurs autonomes. Et présentement, il connaît une très bonne saison. Il n'a jamais eu plus que 30 points par année. Sa meilleure production offensive est de 38 points la saison passée. Et un peu à l'image de Zaka, il restait coincé dans cette production-là. Il n'était jamais capable d'aller en haut de 30-38 points dans ce coin-là. Mais présentement, Dvorak affiche une production de 9 buts et 7 passes. Donc on a 16 points présentement pour Dvorak. C'est un gars qui joue en powerplay. Sur ses 9 buts, il y en a 5 en powerplay. Donc si c'est une statistique qui compte dans votre pool, un joueur très payant qui est Dvorak. Autre joueur à surveiller maintenant, évidemment, on a le nom de Pierre-Luc Dubois qui a fait ses premiers pas au sein de l'alignement des Jets. Honnêtement, les bras m'ont tombé. C'était une surprise, une belle surprise en fait, que de voir Pierre-Luc Dubois sur l'aile gauche. Moi, Pierre-Luc Dubois, à mon avis, c'est un excellent centre. J'ai même dit sur Twitter que Pierre-Luc Dubois est un centre numéro 1 dans bien des équipes, mais visiblement pas au sein des Jets. Parce qu'on l'utilise avec Mark Scheifele et Blake Wheeler. Un trio de choc. C'est Dubois, possiblement qui va connaître une très belle production avec des coéquipiers comme ça. Dans la dernière semaine, en 3 matchs, 5 points. Et ça ne fait que commencer. Dubois va produire de l'offensive. Dubois ne sera pas le moteur principal de l'équipe comme chez les Blue Jackets. Et puis, on a vu ce qui a été en mesure de remplir comme production offensive avec Artemi Panarin. Maintenant, jumelé à un joueur de centre comme Scheifele et un power forward comme Blake Wheeler. Sincèrement, Dubois, c'est impossible. Il faut garder ça dans un pool de hockey. Il faut absolument le conserver. Je parlais de Joe Thornton tantôt. Je reviendrai pas là-dessus, mais je pense que c'est un joueur à surveiller cette semaine par le fait qu'il est jumelé à Marner et à Tavares sur la première unité. Il connaît une très belle séquence également. Donc Joe Thornton à surveiller. Chez les gardiens de but, Mike Smith, le gardien de but des Oilers d'Edmonton, quel retour de blessure. En début de saison, Mikko Koskinen se faisait tirer des tomates par non seulement les partisans des Oilers, mais par plusieurs amateurs de hockey en général. Un gardien qui gagne cher pour le
peu de bonnes performances qu'il offrait, mais depuis le retour de Mike Smith, très solide. Les gardiens des Oilers, Mike Smith est très très bon présentement. Les Oilers sont sur une belle séquence aussi. Ont perdu 4-0 contre les Leafs, mais tout de même. Pour Mike Smith, on parle d'une moyenne de buts alloués de 2,04 et une efficacité de 934. C'est 6 victoires, une défaite depuis qu'il est revenu au jeu. C'est un gardien de but vraiment à conserver dans vos poules de hockey parce que présentement, je ne crois pas que Koskinen va retrouver son filet. À court terme, évidemment. Mike Smith est l'homme de confiance. Mike Smith est un excellent gardien de but. En série l'année passée, il a été archi mauvais. Mais il faut se rappeler que Smith a souvent... C'est un gardien qui a 38 ans, là. Mais Mike Smith, c'est un gardien qui a connu une très belle carrière au sein d'une formation des Coyotes d'Arizona qui n'était pas incroyable. Donc lui, il est habitué de voir du caoutchouc, puis il est habitué de livrer la marchandise. C'est pas un gardien de but qui va gagner le Vezina, là, on s'entend. Mais Mike Smith a une très belle valeur pour un pool de hockey. Puis présentement, il connaît une très belle séquence. Donc, c'est vraiment un joueur à surveiller pour la semaine à venir. Enfin, on a du côté des Sénateurs d'Ottawa, Drake Patterson, 7 points en 4 matchs. Si on regarde là, présentement, puis qu'on y va uniquement côté statistique, dans la dernière semaine, on a eu John Carlson qui a eu 7 points en 4 matchs. Drake Patterson, comme je viens de mentionner, 7 points en 4 matchs. Blake Wheeler, 6 points en 3 matchs. Donc, on voit l'apport de Dubois présentement qui va tellement rapporter pour ce premier trio des Jets-là. Chris Kreider, 5 points en 2 matchs. Également, chez les joueurs à surveiller, puis on va terminer ce petit bloc-là pour sauter aux rumeurs de transactions par la suite, mais TJ Oshie qui a 5 points en 4 matchs cette semaine. Oshie qui a été utilisé au centre dans le dernier match des Caps en l'absence de Kuznetsov. Puis, c'était pas le premier centre. Il jouait sur la 3e unité, ce qui était tout de même assez surprenant. On a envoyé Lars Eller sur le premier trio. Niklas Backstrom qui était sur le 2e. TJ Oshie, 3e centre. Lars Eller sur un premier trio avec Ovechkin. Drôle de décision des Capitals, mais Lars Eller pourrait justement avoir une belle petite valeur là, pour un joueur autonome dans un pool. Du moment que t'es associé à Ovechkin sur un trio, ta valeur augmente. Ça, c'est clair. Donc, Lars Eller, le bon vieux Lars Eller, qui pourrait être un ajout fort intéressant à votre pool, mais à court terme. Parce que je crois pas qu'Eller reste premier centre dans l'alignement des Caps à moyen terme. Surtout que si Kuznetsov revient, c'est clair que Eller va retomber à sa chaise de 3e centre. Dernier petit bloc, on va parler des récentes rumeurs de transactions à travers la Ligue nationale. Puis je tiens à le dire immédiatement, là, ce bloc-là n'est pas un bloc d'invention de rumeurs. On va plutôt rapporter les rumeurs qui sont sur le marché présentement, qui ont été dévoilées par les insiders, les Lebrun, Dreger, Friedman de ce monde. Des informations qui sont sorties et qui ont été validées. Et puis, je vais me permettre de les commenter. Donc, mon but n'est pas de créer des rumeurs, mais plutôt de les commenter. On part tout de suite avec les Hurricanes de la Caroline qui vont possiblement prolonger le contrat de Rob Brind'Amour. C'est pas vraiment une surprise, mais selon Lebrun, les deux parties sont déjà en train de négocier une prolongation de contrat. Brind'Amour qui a été nommé coach en chef le 8 mai 2018, qui a amené immédiatement son club à la finale de l'Est contre les Bruins. Puis à sa 2e saison, apporte l'équipe aussi en série pour finalement perdre encore contre les Bruins en première ronde. Mais s'affiche actuellement, au moment d'enregistrer, est de 84-54-12 en 150 matchs.
Donc c'est un très bon rendement. Le coach a le respect de ses joueurs et je serais pas surpris qu'il signe une prolongation de contrat. Sincèrement, plusieurs le relient à Seattle à cause de Ron Francis qui va être DG là-bas. Mais je crois pas que la direction des Hurricanes peuvent se permettre de perdre un coach comme Brind'Amour. Chez les Wings, Darren Dreger a rapporté qu'il y avait 3 joueurs de disponibles. On parle de Luke Glendening, Mark Stahl et Bobby Ryan. À mon avis, les 3 joueurs sont disponibles dans le fond parce qu'ils vont être joueurs autonomes sans compensation à l'été. Glendening pourrait être un parti intéressant pour un 4e trio. Un genre de gars comme Nate Thompson l'année passée. C'est le genre de joueur qui peut combler facilement un poste sur la 4e unité. C'est un gars qui est fiable. Tu vois ce qu'il fait, puis c'est ça que tu vas obtenir. Un gars qui coûtera pas cher non plus sur le marché des joueurs. Mais faut pas se fier à son différentiel. Là. Quand on regarde les statistiques de Glendening, puis qu'on voit que l'année passée, il a terminé à moins 29, il faut quand même rendre un contexte que les Wings sont très mauvais là, dans les dernières années. Donc je pense que Glendening, avec 7 points en 21 matchs cette année, pourrait peut-être être échangé comme Dreger le rapporte. Pour Mark Stahl, j'ai un peu de misère à voir ce défenseur-là être échangé parce qu'il gagne très cher. Chez les Wings, on l'a acquis pour justement arriver au plancher salarial. Donc, oui, je comprends, on peut retenir du salaire, mais là, si on y va du côté des performances, je crois pas que Mark Stahl soit un gars hyper intéressant pour une formation à la date limite des transactions, surtout que quelques défenseurs qui risquent d'être disponibles et qui sont meilleurs que lui. À mon avis, un gars comme Bobby Ryan a plus de chances de se retrouver dans une autre équipe. Il a connu un très bon début de saison. Présentement, sa production stagne un peu. Mais on le sait que c'est un gars qui est capable de marquer des buts, puis il coûte pas cher. C'est 1 million par année, Bobby Ryan. Son contrat se termine cette saison. Jusqu'ici, il a 12 points en 22 matchs, dont 6 buts. Donc, un ajout à la date limite des transactions d'un joueur qui coûte 1 million, qui est capable de marquer des buts, qui peut prendre un pas sur ton avantage numérique, qui lui manque peut-être une petite étincelle. Bobby Ryan, c'est un parti très intéressant, je pense. Je crois pas que le marché des transactions cette année regorge de talents incroyables, mais Bobby Ryan peut très bien venir compléter un 3e trio d'une équipe aspirante, qui cherche un joueur qui est capable de marquer des buts. Dreger rapportait aussi dans Overdrive, un show de TSN, que les Pingouins auraient peut-être l'intérêt envers Jonathan Quick. J'ai quand même été surpris de cette rumeur-là. Sincèrement, moi, je crois pas que les Kings cherchent à se départir du vétéran. Parce que présentement, on a de la difficulté à apposer vraiment de façon officielle l'étiquette de gardien numéro 1 à Cal Peterson. Puis, c'est un peu la même situation avec les Pens auprès du jeune Jarry. Donc, le but d'obtenir Jonathan Quick serait d'avoir un bon vétéran pour appuyer Tristan Jarry dans ses tâches. Mais c'est exactement ce qu'il fait présentement avec les Kings, puis il le fait de très belle façon. Donc à moins d'avoir un bon retour pour Jonathan Quick, qui coûte 5,8 millions en cap hit, je doute vraiment beaucoup qu'une telle transaction puisse se réaliser. Puis toujours dans Overdrive, Dreger, il mentionnait que la date limite des transactions cette année va être très peu active en raison de la COVID, puis en raison du flat cap. Je comprends, mais Pierre-Luc Dubois contre Patrick Laine, c'est une transaction qui implique un marché canadien avec un marché américain, 2 gros joueurs. On a décidé de procéder à la transaction quand même. On le sait pas. À chaque fois qu'on prévoit des dates limites tranquilles, finalement, il y a plusieurs transactions qui se réalisent. J'ai bien hâte de voir comment on va gérer du côté des organisations. Puis dans un autre show de TSN, Dreger parlait que les Kings se chercheraient un défenseur mobile gaucher. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est un peu déçu de Tobias Bjornfot, mais semblerait que la formation de Los Angeles se chercherait un défenseur mobile gaucher. Là, chez les défenseurs gauchers, 2 noms qui me viennent en tête.
Victor Mété et Vince Dunn. Là, présentement, Vince Dunn, comme je mentionnais en début de chronique, il va avoir beaucoup plus de temps de jeu avec les Blues, puis il devient un petit peu plus essentiel à l'équipe après la perte de Carl Gunnarsson. Donc moi, je serais surpris qu'on décide finalement de s'en départir. Moi, je pense que Vince Dunn risque de rester chez les Blues parce que maintenant, on a un rôle à lui donner. On n'est pas obligé de le laisser dans les gradins, de lui donner du temps de jeu de troisième paire. Non, là, on a besoin de Vince Dunn sur la deuxième paire. Donc, moi, je crois pas qu'il parte. Par contre, Victor Mété, ça serait un très beau parti, puis pas cher pour une équipe comme les Kings. Puis les Kings, présentement, ils ont de quoi d'intéressant à payer pour Marc Bergevin en frais là, de jeunes joueurs, mais aussi de joueurs établis. Là. Si le Canadien veut rentrer en série fort, puis qu'on décide d'acheter à la date limite des transactions, un joueur de location, par exemple, ben un gars, puis là je donne un exemple comme ça, mais un gars comme Alex Iafallo, qui est joueur autonome sans compensation cet été, puis qui coûte 2,465 millions en cap hit, ben Iafallo, ce serait un beau joueur de location en échange contre Victor Mété. Là, c'est de savoir, est-ce que le Canadien veut se départir de Mété? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Marc Bergevin a mentionné que Mété, il n'était pas à échanger. OK, mais il faut le faire jouer. Puis présentement, on le fait pas jouer. Donc là, moi, personnellement, si les Kings se cherchent un défenseur mobile gaucher, puis qui sont dans une période où les jeunes commencent à pousser de plus en plus à s'implanter dans l'alignement, le pipeline est en très bonne santé, moi, je pense qu'un Victor Mété pourrait très bien servir à une formation comme les Kings. Puis on a le Colorado Hockey Now qui mentionnait également cette rumeur à l'effet que les Kings se chercheraient un défenseur gaucher mobile. Puis le nom de Ryan Graves a été soulevé. Ça m'a quand même assez surpris. On a donné une prolongation de contrat au défenseur qui a connu une très bonne saison l'année passée. Mais au même titre que le Canadien, si l'Avalanche... Ben clairement que l'Avalanche va être en série, là. Je pense pas que c'est une grande nouvelle d'annoncer ça. Mais Ryan Graves, depuis qu'on a acquis Devon Toews, il a comme un petit peu baissé dans la hiérarchie des défenseurs au Colorado. Puis le Colorado va vouloir aller chercher des joueurs de location pour rentrer très fort en série. À Colorado, on vise la coupe. Donc là, est-ce qu'on va vouloir sacrifier Ryan Graves? Surtout considérant que Devon Toews connaît des bons moments depuis qu'il est arrivé. C'est deux défenseurs quand même assez similaires. Je parlais tantôt de Mattias Ekholm, mais retenez ce nom sur le marché des transactions. C'est clair que c'est un défenseur qui va attirer énormément d'attention d'ici la date limite des transactions. J'écrivais un texte sur toutsurlehockey.com récemment à l'effet que je voyais très bien Marc Bergevin s'informer de la disponibilité du défenseur. C'est un défenseur qui risque d'être exposé au repêchage d'expansion qui va accueillir la nouvelle formation du Kraken de Seattle. Mais c'est clair que Ekholm a une valeur sur le marché des transactions. Donc, être David Poile, je veux pas perdre cette valeur-là. Je veux obtenir un retour de transaction contre Ekholm. Par contre, si Ekholm quitte les Prédateurs de Nashville, ben ça veut dire que Dante Fabro pourrait être exposé dépendamment de comment on va gérer le modèle d'exposition pour le repêchage d'expansion. Donc, échanger Ekholm pourrait impliquer que Fabro soit en danger pour le repêchage d'expansion. Donc, c'est pour ça que je m'attends à une transaction qui pourrait peut-être accueillir un défenseur qui servirait à exposer au Kraken. Dans mon texte, je parlais de la possibilité de voir Ben Chirot quitter Montréal contre Ekholm. Montréal ont 2 choix de deuxième ronde. Est-ce que ça pourrait être suffisant pour attirer Ekholm? Je n'en ai aucune idée. Les personnes qui pensent savoir la valeur du marché, c'est impossible. On ne sait pas c'est quoi le marché. Les DG le savent, pas nous.
Est-ce que deux choix de deuxième ronde et Ben Sherratt est suffisant pour attirer Ekholm? Peut-être, peut-être pas. C'est plate comme réponse, mais c'est comme ça. Par contre, je trouvais que l'ajout d'un Sherratt permettrait à Nashville de l'exposer au Kraken pour ainsi protéger Fabro. Mais dans les rumeurs de transactions, je sais que Dreger, Lebrun et Friedman ont souvent relié Mattias Ekholm aux Bruins de Boston. C'est assez logique parce que Torrey Krug n'a pas été remplacé. Donc Ekholm pourrait très bien rapporter quelque chose au sein de la brigade défensive des Bruins, mais je vois aussi les Jets de Winnipeg se tirer sur Mattias Ekholm. On possède des atouts qui pourraient intéresser les Preds. Des alliés comme Christian Vesalainen pourraient-tu servir à attirer Mattias Ekholm? Peut-être. Mais depuis le départ de Dustin Byfuglien et de Jacob Trouba, il n'y a pas vraiment de défenseur solide qui s'est joint avec Josh Morrissey. Donc, en ajoutant un défenseur comme Ekholm au sein des Jets, après avoir acquis Pierre-Luc Dubois, il va falloir faire attention à Winnipeg, si ça se produit, évidemment. Récemment, on a eu des rumeurs comme de quoi c'est The Athletic Vancouver, deux de leurs journalistes, dont Rick Dhaliwal, qui couvre les Canucks, ont rapporté que Jake Virtanen serait échangé aux Ducks d'Anaheim contre Danton Heinen, mais que le deal ne serait pas terminé parce qu'il y a beaucoup d'impondérables par rapport à ça. Et puis, aux dernières nouvelles, le propriétaire des Canucks se serait interposé dans l'aspect business parce que les Ducks voudraient pas retenir de salaire. Et puis, on serait à 800 000 $ de trop aux yeux du propriétaire au niveau du salaire de Danton Heinen pour réaliser cette transaction-là. Donc, il y a beaucoup de discussions, puis semblerait qu'il y aurait une entente sur la table, mais l'aspect monétaire n'est pas encore réglé. Donc, à ce jour, Jake Virtanen pourrait se retrouver chez les Ducks et Danton Heinen serait le prix payé par Anaheim. Donc, pour conclure le bloc des rumeurs de transactions, Pierre Lebrun sur Insider Trading parlait que Chris Driedger pourrait certainement trouver preneur à Seattle avec la saison qu'il connaît. Driedger qui est étincelant au sein des Panthers de la Floride. T'sais, présentement, c'est pas compliqué. Sergei Bobrovsky est le deuxième gardien avec les Panthers à 10 millions par année. Chris Driedger, présentement, moyenne de 2,18, efficacité de 928, fiche de 7 victoires, 2 défaites, 1 défaite en prolongation. Est-ce qu'on est en train d'assister à une autre histoire à la Anton Khudobin, un gardien de but de 26 ans, avancé dans son développement, qui va finalement éclore et qui va rapporter quelque chose? Peut-être. Moi, je crois pas que les Panthers, sincèrement, mettent toute leur confiance en Driedger. On a signé Bobrovsky à 10 millions. On a Spencer Knight qui s'en vient dans 2 ans. Ce gars-là va être dans la Ligue nationale. Je suis pas pire assuré. Là, Driedger, clairement, c'est un gars qui va être exposé à Seattle. Donc, ça fait tout de même du sens là, qu'on soulève la possibilité que Seattle, le Kraken, prenne Chris Driedger. Évidemment, ce sera peut-être pas le gardien numéro 1. On parle peut-être d'un Jake Allen comme numéro 1 si le Canadien décide de le soumettre. Mais encore là, ça va être un autre débat. Puis ça, d'ailleurs, ça va être un de nos sujets dans le prochain épisode du TSLH Podcast. Faudra pas que vous manquiez ça parce que je sens qu'on va avoir des belles discussions sur le cas de Jake Allen. Donc, c'est ce qui met fin à la première chronique Poolcast.
J'espère que vous avez apprécié. Je tiens à le répéter, je tiens à le mentionner. Si vous perdez votre pool de hockey, ce n'est pas de ma faute. Je me dégage de toute responsabilité de ça. Mais je trouvais ça intéressant de vous fournir un peu l'état des blessures des joueurs. Tu sais, souvent, on se demande, bon, tel joueur va revenir quand? Donc, pour être sûr de rien manquer, abonnez-vous au podcast. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Google Podcasts. On est même sur Amazon. On est partout. N'importe quelle plateforme que vous écoutez votre podcast, on est dessus. Et surtout, n'oubliez pas de partager le podcast. Si vous avez des amis qui trippent sur les pools de hockey, qui trippent sur les rumeurs, partagez le podcast. Donc, merci à tous d'avoir été à l'écoute. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Poolcast du TSLH Podcast.